leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant que Thomas Binet nous a fait gagner beaucoup d'argent, il va nous aider à le placer. On parle de quoi ce matin ? On va d'abord parler pour les moins de 25 ans ou les presque 25 ans, comment ils doivent épargner pour leur retraite. Et on va se poser une question en cette fin d'année, comment réduire ses impôts l'année prochaine et à la dernière minute, évidemment, puisque nous sommes fin novembre. Thaïs Castan, associée de LEA Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine, est notre invitée ce dimanche matin. Et on terminera notre rendez-vous avec Céline Mahinck, notre experte en gestion de patrimoine, qui va nous parler de la loi anti-Airbnb. Allez, c'est parti. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Alors aujourd'hui, Thomas, un sujet qui fait réfléchir. Commencer à épargner pour sa retraite dès 25 ans. Sauf que Thomas, la retraite à 25 ans, c'est peut-être pas vraiment la priorité quand même. Non, effectivement, c'est pas leur priorité. Et pourtant, c'est à cet âge-là qu'on peut avoir le plus d'impact positif pour l'avenir. Avec des petits montants épargnés régulièrement dès le début de la carrière, on profite pleinement des intérêts composés. Alors, on va donner un exemple. Pour atteindre 100 000 euros à 65 ans, il suffit d'investir 67 euros par mois à partir de 25 ans contre 246 euros si on commence à 45 ans. C'est beaucoup plus facile sur le long terme. Cela demande vraiment moins d'efforts. Oui, alors concrètement, entre les voyages, les sorties, parfois un petit salaire, comment on s'y prend pour épargner si jeune ? L'idéal, c'est d'adopter une stratégie simple et surtout de s'y tenir. Par exemple, mettre de côté 10% de ses revenus mensuels, plus si vous avez évidemment les moyens de le faire. Ensuite, répartir cette somme un peu pour l'épargne de précaution sur un livret A et le reste sur des placements comme l'assurance vie ou le plan d'épargne retraite qui est donc spécifiquement dédié à la retraite. Le PER est intéressant car même s'il est bloqué jusqu'à la retraite, il offre des avantages fiscaux et permet un déblocage anticipé pour l'achat d'une résidence principale, par exemple, ou en cas de coup dur. Et justement, l'immobilier, c'est un bon plan ou pas pour la préparer sa retraite ? Très bon plan, à condition de bien commencer, Jean-Marie. Acheter sa résidence principale, on en parle souvent parce que c'est une priorité et le souhait de la majorité des Français. Cela permet de se constituer un patrimoine tout en réduisant ses dépenses à la retraite puisqu'on évite de payer un loyer. Une fois cet achat sécurisé, on peut envisager l'immobilier locatif qui offre des revenus complémentaires grâce à l'effet de levier du crédit. Mais attention, l'objectif reste de diversifier avec des placements financiers pour compléter. Oui, ça reste toujours le mot d'ordre. Allez, tout de suite, vous nous présentez d'autres astuces. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente. Sud Radio, Osez investir, l'invité. L'invité de la semaine, c'est Thaïs Castan, associé chez LEA Finance, cabinet de conseil en gestion de patrimoine composé de 80 collaborateurs, plus d'1,9 milliard d'actifs conseillés. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Thaïs Castan, on est à un mois de la fin de l'année, ça n'aura échappé à personne. Est-ce qu'il est trop tard pour envisager de défiscaliser dans le mois qui vient? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce que vous avez des bonnes idées à nous apporter? Alors, il y a toujours de bonnes opportunités pour investir et potentiellement, du coup, pour réduire sa fiscalité, surtout en cette fin d'année. Ce sont des sujets qui ont du sens. Alors, il y a plusieurs types de placements qui permettent une défiscalisation parce que chaque placement ne permet pas une défiscalisation. Et donc, là, en l'occurrence, en cette fin d'année, il y a des placements qui vont plutôt avoir, disons, du sens pour une famille, pour un particulier, qui va être d'ordre de dons, par exemple. Donc là, il n'est jamais trop tard pour faire des dons. Ça veut dire que même avant le 31 décembre, c'est possible. Oui. On va en parler des dons dans un instant. Vous avez dit un truc très important et je voudrais revenir dessus. Placer, défiscaliser. Vous les avez associés. On sera peut-être d'accord tous les deux pour dire qu'avant de chercher à défiscaliser, il faut chercher à bien placer. Et la défiscalisation est une bonne conséquence d'un bon placement. Exactement, exactement. Le premier critère quand on fait un investissement, quand on souhaite placer son argent pour le faire fructifier, ce n'est pas la défiscalisation, sinon le critère d'investissement n'est pas le bon. Donc, il y a des placements qui permettent d'investir son argent, de le faire fructifier et en plus de cela d'avoir une réduction d'impôt, mais tous ne le permettent pas et ça peut être le piège. Donc, à cela, si vous voulez, en termes de placements en tant que tel, il y a les placements immobiliers, les placements financiers, et donc ça, on peut retrouver de la défiscalisation ou pas. En cette fin d'année, les placements immobiliers, le timing est trop court. En revanche, sur les placements financiers, c'est toujours possible, notamment via le PER, qui permet... On va y venir, mais vous avez parlé de placement immobilier. Vous dites c'est trop court. Le Pinel s'arrête à la fin de l'année. On ne peut pas signer un Pinel là dans le mois qui vient? Ça dépend si vous faites un crédit ou pas. Après, peut-être que vous avez de très bons réseaux auprès de votre banque, mais bon... Avant... Ça serait trop court pour vous? Pour un crédit bancaire, c'est très court. On va revenir sur les dons. Vous avez évoqué ça il y a un instant. Est-ce que tous les dons sont défiscalisables?
Alors, il faut que l'association soit référencée. Donc, c'est une liste qui est diffusée par l'État. On la retrouve assez facilement. Et si l'organisme est référencé, eh bien, vous bénéficiez de 66% de réduction d'impôt dans la limite de 20% de votre revenu imposable. Alors, au-delà des causes défendues, parce qu'on parle d'associations, évidemment, qui ont un intérêt pour les causes qu'elles représentent et qu'elles défendent, comment doit-on choisir la structure à laquelle on peut faire ses dons afin d'obtenir une défiscalisation, au-delà peut-être de la liste que vous avez évoquée? Est-ce qu'il y a d'autres critères qu'il faut prendre en considération ou il n'y en a pas d'autres? Alors, je dirais que les critères sont propres à chacun, dans le sens peut-être une sensibilité sur une cause plutôt qu'une autre, ou sur un organisme. On est d'accord, mais ça c'est sur les choix personnels, mais sur l'aspect, on est dans investir fiscal, est-ce qu'il y a d'autres critères ou pas qu'il faut prendre en considération? Non. Non, pas tellement, étant donné que ce n'est pas un investissement, il n'y aura pas une rentabilité derrière. C'est plutôt la cause dans laquelle on souhaite placer son argent, donc se renseigner sur l'association. C'est le meilleur moyen. Alors, vous avez évoqué également qu'il y a d'autres types d'investissements qu'il faut envisager. Vous avez pas commencé à parler du plan d'épargne retraite. Absolument. Est-ce qu'il y en a d'autres avant d'aller pour parler réellement du PER? Alors, si on parle défiscalisation en même temps que placer, eh bien, c'est vrai que le PER s'y prête très bien, et ce, depuis la loi Pacte de 2019. Le placement est devenu plus flexible et donc plus intéressant pour des clients jeunes dont vous parliez au début. Bien sûr. Même si on a 25 ans, 30 ans, c'est toujours intéressant, même en cette fin d'année, de commencer à anticiper, à préparer sa retraite. Après, sur un effort d'épargne, vous voyez, admettons qu'on ait 200 € à investir par mois. Je donne un exemple, on ne va pas investir 200 € si on a 25 ans sur son PER, parce qu'il y a une partie de cette épargne qui va être dédiée peut-être à un placement plus court terme, à payer ses vacances, son quotidien. Est-ce que vous allez dire ce que je disais tout à l'heure dans la première partie, à savoir il faut diversifier? Tout à fait. Voilà. C'est le mot d'ordre, diversifier. D'autant plus quand on est jeune, pour donner aussi de l'épargne quelque part mobile, de cette manière, disponible. Absolument, aussi. On n'a pas les mêmes pôles de dépenses. Ça veut dire que peut-être qu'on va avoir des charges à financer, mais en termes d'épargne, il y a aussi une épargne qu'on doit garder relativement liquide et disponible en cas de besoin, notamment si on a un projet professionnel, si on souhaite acheter sa résidence principale, si on souhaite faire un investissement. Et donc pour cela, les placements type plus généralistes comme l'assurance vie, en plus du PER, ont clairement du sens. Thaïs Castan, on est à un mois, je l'ai dit, de la fin de l'année, on a tous besoin de conseils rapides. Dans ce mois qui arrive là, ceux qui nous écoutent, comment ils peuvent s'y prendre? Vers qui ils doivent aller? Vous voyez, ils ne savent pas, objectivement, on ne sait pas tous comment faire. Comment on fait là, dans les 30 jours qui viennent? Dans les 30 jours qui viennent, alors le premier point, ce serait déjà de savoir quelle somme on pourrait investir, on pourrait mobiliser, ce qui donnerait déjà un ordre d'idée en termes de montant. Ensuite, quel est l'objectif derrière ce placement? Est-ce que c'est uniquement pour répondre à sa sensibilité, de type investir auprès d'une association ou faire des dons? Ou alors est-ce que c'est réellement pour préparer un objectif et pour anticiper l'avenir, auquel cas un PER s'y prêterait mieux, et vers qui se tourner pour avoir des conseils avisés? Ce serait plutôt vers des conseillers en gestion de patrimoine. C'est ce que j'allais vous demander. Il faut aller vers les conseillers en gestion de patrimoine. Je vois Céline Minck qui est dans les starting blocks pour la prochaine chronique et qui est également CGP, comme on le dit vulgairement dans le métier. C'est vers ces gens-là, pas forcément vers sa banque. Donc du coup, vous les envoyez plutôt vers des professionnels aguerris de la chose. Bon, on peut prendre un certain nombre d'informations, ce ne sera jamais de trop, on va dire, mais c'est vrai qu'en termes de stratégie patrimoniale, si on parle de cela, les personnes les plus avisées seront les professionnels dans le milieu, et donc des conseillers en gestion de patrimoine. Si on veut faire un crédit bancaire ou placer ses liquidités, ce sera plutôt vers sa banque, par exemple. Donc je retiens qu'il faut aller vers les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine, et dans les jours qui viennent, sinon ça sera trop tard. Exactement. Merci à vous. 30 jours, Thomas Binet est un homme pressé, c'est le calendrier de l'Avent. Ça doit être ça. Merci beaucoup Thaïs Castan d'être passé sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes associé au cabinet L&A Finance. On a dit 30 jours les amis, allez on continue. Sud Radio, osez investir. Le coin de l'expert. Et cette fois-ci, l'experte, c'est Céline Minck, consultante en gestion de patrimoine, on le disait, fondatrice d'Eden Finance. Bon, Thomas, avec Céline, vous allez nous parler de la loi dite anti-Airbnb. Oui, on va parler des meublés touristiques, comme on les appelle, avec aujourd'hui le législateur qui a serré la vis avec la loi donc dit anti-Airbnb, qui vient de sortir le 19 novembre dernier. Elle vise à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale. Je me trompe pas, Céline, c'est bien ça? Exactement. Et avec plusieurs axes. Tout d'abord, fini la porte de sortie pour les mauvais DPE, c'est les fameux diagnostics de performance énergétique, puisque les nouveaux meublés touristiques seront désormais soumis au même calendrier que les locations des résidences principales, à savoir interdiction de louer
au 1er janvier, on parlait de 30 jours, hein, au 1er janvier 2025 pour les G, 2028 pour les F, 2034 pour les E. En ce qui concerne les logements touristiques existants, il faudra au minimum montrer un DPE D en 2034. Il va y avoir quand même également un meilleur contrôle des biens transformés en meublés touristiques. Exactement, il est maintenant exigé un enregistrement obligatoire de tous les meublés, donc y compris la sous-location de sa résidence principale, et ça c'est nouveau. Donc on se verra attribuer un numéro unique lors de la déclaration en mairie. Et les maires vont avoir dorénavant la faculté de mettre en place des quotas de meublés touristiques. Ils vont avoir la faculté d'instaurer des zones qui seront exclusivement réservées à la construction de résidences principales, mais également d'abaisser de 120 à 90 jours le nombre de jours maximum pendant lesquels une résidence principale va pouvoir être mise en location touristique. Et sur les copropriétés, on a des règles également qui vont s'appliquer. Et oui, effectivement, tous les nouveaux règlements de copropriété rédigés après l'entrée en vigueur de la loi devront mentionner de façon explicite l'autorisation ou l'interdiction de location meublée touristique pour l'existant. Donc les règlements de copropriété déjà en place pourront être modifiés à la majorité simple, contre l'unanimité aujourd'hui, afin d'interdire la location d'appartements en meublé touristique. Un point d'attention, quand votre habitation est bourgeoise, c'est-à-dire logement utilisé exclusivement à but d'habitation privée, il ne pourra pas y avoir d'autorisation. Et enfin, les propriétaires et les locataires qui, du coup, auront réussi à être autorisés à transformer leur logement en meublé de tourisme devront en informer le syndic qui devra l'inscrire à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale des copropriétaires. On adore les Assemblées Générales de copropriétaires. C'est souvent la fin d'année en plus. Merci beaucoup pour Avec cet plaisir. éclairage. Merci à tous vos invités, Thomas Binet. On vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.